Aujourd'hui, le grand public le connaît surtout pour ça. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Mais en réalité, Jacques Séguéla fait partie d'une catégorie de professionnels de la politique qu'on connaît assez peu, nous, en France, les spin doctors. Ces communicants dont le travail est de conseiller, imaginer et façonner l'image du politique dans notre société sont rarement aussi connus que l'homme auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Alors de Mitterrand à Sarkozy, de Jospin à Eltsine, je vous propose aujourd'hui de vous raconter la vie de Jacques Séguéla. Jacques Séguéla est né en 1934 à Paris, mais il grandit sous le soleil du sud de la France, à Perpignan. Le petit Jacques est fils unique. Sa mère est médecin et son père est docteur en radiologie, ce qui n'est pas si courant à l'époque. Il étudie d'abord dans un pensionnat jésuite dont il se fait renvoyer assez rapidement pour un motif assez spécial. Je le laisse vous le raconter. Il y avait un petit pion nasillon qui nous surveillait, parce qu'on n'avait pas le droit de parler dans les rangs, on n'avait pas le droit de parler au réfectoire, on n'avait pas le droit de parler au dortoir. Bon, c'est freine, bon. Et un soir, il m'agenouille sur une règle de fer, et il me nargue un peu comme ça, il était minuit, 11h du soir, il se faisait frire des œufs à la coque, frire des œufs, pas à la coque, il faisait frire des œufs, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, il y avait une fourchette qui traînait sur la table, j'ai pris la fourchette et floc dans les fesses. Ah oui, en rebelle, bon, en effet. La fourchette n'est pas rentrée, mais j'ai été viré le lendemain. Après cet incident, son père décide de l'inscrire dans un collège public de Perpignan, pensant que ça l'asségirait. Non, clairement pas. En réalité, au bout d'une semaine, il commence déjà à sécher ses cours, et ça durera 3 mois. 3 mois où il produira de faux mots d'excuses avec l'aide de la machine à écrire de son père, et où il demandera à des amis qu'il aura rencontrés dans un bistrot et qu'il trouvait sympathiques de falsifier ses bulletins de notes. C'est donc pas un scoop de dire que Jacques, c'est pas le meilleur des élèves. Il va rater son bac une première fois et redoubler, et il aura donc la deuxième fois. C'est une énorme déception pour ses parents, si bien qu'il va non pas être redirigé vers la médecine, domaine de la famille, mais vers la pharmacie. Et là, c'est là que tout change. Il va avoir son doctorat en 1959, et non pas comme n'importe qui, mais en étant major de promo. Et ça cause la stupéfaction de ses parents. Et vous commencez à comprendre que c'est pas la première ni la dernière surprise à laquelle ils peuvent s'attendre. Deuxième surprise et pas des moindres, 1 an seulement après son doctorat, il décide de faire le tour du monde avec son ami Jean-Claude Baudot en 2 chevaux, voyage dont il tire un documentaire et un bouquin du même nom, La Terre en rond, mais surtout un contact privilégié avec une marque de cœur pour Séguéla, Citroën. Dans la foulée, il plaque sa vie de pharmacien pour devenir journaliste, d'abord chez Paris Match, auquel il apprendra le choc des photos, et ensuite chez France Soir, un quotidien super connu à l'époque, auquel il apprendra le poids des mots. On est alors en pleine guerre d'Algérie, et il est chargé avec ses autres camarades de chambrée, et quels camarades de chambrée, Philippe Labron, Juste Jacquin, Henri Cartier-Bresson et Francis Weber, de créer un Paris Match de l'armée. Ça deviendra à terme la revue TAM, Terre, Air, Mer, que nous, on connaît peut-être pas beaucoup, mais que nos parents ou nos grands-parents, eux, connaissent très bien. Une fois rentré, on est toujours dans les années 60, mais un domaine explose aux US, mais reste assez discret en France à cause du fait qu'il est assez mauvaise presse, c'est un comble, la publicité. Alors après avoir été producteur à l'ORTF à l'âge de 32 ans, 3 ans plus tard, il co-crée avec Bernard Roux une agence, sa propre agence de publicité, Roux Séguéla, futur RSCG. Et là vous vous demandez peut-être quelle était leur première pub. Eh bien, il vous le racontera mieux que moi. Hein. Il n'y a qu'une seule personne qui nous répond, M. Wittner, qui était qui est là, qui était le patron des moteurs Mercury. Et qui me dit faites-moi une annonce. Et moi je me suis souvenu que quand j'étais à François, j'avais fait un sujet sur Pompidou et qu'il était en train de conduire un petit bateau. Je dis si jamais c'était une Mercury, c'est une Mercury. Et donc Madame Pompidou a découvert ça. Elle a poussé un cri d'horreur. Mais enfin comment maintenant vous prenez pour
un mannequin de publicité lui a téléphoné à Jean-Jacques Servan-Schreiber qui lui a dit « J'annule le journal, il n'est pas question que le journal sorte avec cette page ». Suite à cette histoire, un référé sera déposé dans la journée pour bloquer la parution du numéro de l'Express. Et plus important encore, Alain Kézac et Jean-Michel Goudard, respectivement les C et G de RSCG, prendront part à l'aventure. Séguéla est de loin l'un des marketeurs français les plus doués du siècle dernier. Vous en doutez encore ? Allez, on y va. Il est flou à Felou, pour la marque du même nom. Après tout, c'est lui qui a convaincu son fondateur de prendre son propre nom comme marque. Les produits libres Carrefour, en d'autres termes, les premiers produits de marque distributeur. Et entre nous, le minimalisme de ces designs est avant-gardiste de fou. Et j'oublie pas évidemment à peu près toutes les pubs Citroën depuis la 2 chevaux. Je vous en mets quelques-unes. Visa GTI, la GTI sauvage. Pour 0 francs pendant 1 an. Oh, et elle est pas très connue, mais il y a aussi cette pub de pile avec Bernard Tapie, et honnêtement, moi, je l'adore. Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à la Vendère. Alcaline Vendère, plus 40% de durée. Alors, convaincu? Parce que même après cette petite page de réclame un poil nostalgique, je vous l'accorde, on n'a même pas abordé l'essentiel. Ce pourquoi je vous parle de ce monsieur aujourd'hui, ses activités de communication politique. C'est un contrat difficile, non pas que Mitterrand est dur à convaincre, c'est lui qui a fait appel aux publicitaires. Ce n'est pas non plus par panne créative, parce que Séguéla a fait ses devoirs et il a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut. Je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, on voit évidemment François Mitterrand, au premier plan, au centre de la moitié de l'affiche et au niveau du tiers gauche de l'affiche entière. Il apparaît confiant et serein, rassurant. Regardant vers l'horizon et vers la gauche du spectateur, il porte des vêtements neutres qui n'ont ici pas le rôle de détacher de l'arrière-plan. On va y revenir. En parlant d'arrière-plan, parlons du clocher. Not very like of you, Mr. President, mais en réalité, vous commencez à connaître le bon Jacques, c'est tout à fait calculé. Prenons les statistiques de répartition de la population selon sa religion. Ici, on peut voir que plus de 70% de la population française est de confession catholique. Ça peut paraître assez fou en 2023, mais en regardant la progression et en la comparant à celle des non-croyants, c'est tout de suite plus compréhensible. Toujours est-il qu'en 1981, plus des 2/3 des possibles votants sont croyants et catholiques. Alors le choix d'un clocher d'église prend sens, il faut que l'électeur se projette, il faut qu'il s'identifie. D'ailleurs, en parlant d'identification, pourquoi diable avoir choisi un paysage rural? En réalité, la base de l'électorat du Parti Socialiste est majoritairement dans les campagnes, notamment dans le sud-ouest et l'est du territoire, ce qu'on appelle en cours de géo aujourd'hui la diagonale du vide. Bon, sauf le centre de la France qui reste un fief communiste jusqu'au report de voix du second tour, mais c'est une autre histoire. Bon, maintenant qu'on a parlé de stratégie électorale, parlons maintenant de composition d'image.
Sur la moitié gauche de l'affiche, on remarque d'abord le candidat grâce au flou d'arrière-plan, ce qui nous conduit alors à penser que Mitterrand, d'une certaine manière, incarne le slogan au-dessus de sa tête, la force. Alors que de l'autre côté, la tranquillité du village français typique est mise en avant par le changement de focus. On associe l'ambiance paisible à l'idée que Mitterrand président, ça ressemblera à ce doux paysage de nos campagnes. Avec le sous-titre dans le coin inférieur droit, et ça y est, on a un exemple type d'affiche qui illustre parfaitement le slogan associé. Et ce combo slogan-affiche, il a beau être excellent, il n'a pas vraiment plu au grand ponte du Parti Socialiste de l'époque. En même temps, il a bien fallu la présenter cette campagne. Alors imaginez donc, on est à Solferino. Jacques Séguéla arrive avec son affiche accompagnée de François Mitterrand, El famoso candidat. Sauf que, plot twist, ce dernier s'arrête devant la salle de réunion et annonce à son spin doctor qu'il ne peut pas rester et qu'il a un autre rendez-vous. Panique de Séguéla. Il est seul face au cadre d'un des plus grands partis de France. À l'époque. L'affiche est déjà en production et pour ne rien arranger à la sueur sur le visage du bon Séguéla, à la fin de la présentation, c'est un non unanime lors du vote. Second plot twist. Mitterrand débarque dans la salle de réunion, s'assied et explique à tous les pontes du Parti Socialiste que c'est sa campagne et donc c'est lui qui décide. Le spin doctor est sauvé. Ou les spin doctors plutôt, mais ça, ce sera pour un autre épisode. Bon, alors, à la base, j'avais prévu de vous parler davantage de stratégie et de la campagne en général. Et d'ailleurs aussi de la campagne Génération Mitterrand, qui suit. C'est la campagne présidentielle d'après 1988, là où Mitterrand est censé être réélu. Mais au final, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Je vois le chrono et ça va pas le faire. Donc, fast forward, on reprend. Après que son agence RSCG ait été rachetée par le groupe Bolloré, Vincent Bolloré justement a décidé de le garder en tant que vice-président et directeur créatif de l'agence. Il s'occupe du développement à l'international et plus rarement de ses portefeuilles historiques comme Citroën. Il reste néanmoins actif, même très actif, et après avoir annoncé sa retraite à 90 ans, il clame aujourd'hui qu'il la prendra peut-être à 100 ans. Jacques Séguéla, prochaine Jeanne Calment ? Seul le temps nous le dira. Hep, 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 hep. Avant que vous partiez, j'ai 2-3 choses à vous dire. Moi, c'est Stanislas. Ici, je vous partage du contenu sur de la communication politique. Moins pour vous préparer à vous défendre, ça je le laisse à des gens plus compétents comme Clément Viktorovitch ou la chaîne L'Esprit Critique, que je vous mets en description d'ailleurs, ils sont excellents. Mais plutôt pour juste vous expliquer et vous faire connaître l'importance de cette branche assez peu connue de la politique qui pourtant est prépondérante, notamment au XXIe siècle. Et justement, en vous racontant l'histoire de Spin Doctor, comme Jacques Séguéla ou les prochains, je tiens à vous mettre en garde. Ils ne sont pas surhumains. Même si les récits biographiques qui leur sont relatifs et ma narration tendent à grandement les valoriser, on va pas se mentir. Si vous êtes toujours là, vous êtes les meilleurs. Le prochain épisode sera sur Jacques Pilan. Prenez soin de vous.